comment faire de l'innovation architecturale, Nicolas? Et à vous toutes et tous qui nous écoutez, souvenons-nous du centre Pompidou à Paris, de Renzo Piano et Richard Rogers, qui avait choqué à l'époque le tout Paris lors de son inauguration en 1977. Vaste sujet Je m'en qui se souviens. décide aujourd'hui, notamment à l'échelon de la ville, le lien étroit avec les instances politiques. Moi, je vous propose qu'on prenne la direction de Montpellier pour évoquer ce thème de la ville qui est cher à notre invité. Nous sommes en duplex avec Maryse Faye. Bonjour Maryse. Bonjour Sylvain, bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous, de prendre le temps de passer par la Côte Imo. Vous êtes adjointe au maire de Montpellier, vous êtes déléguée à l'urbanisme durable et à la maîtrise foncière. Et encore une fois, merci de venir soutenir à nos côtés cet échange. Première question Maryse, la mairie de Montpellier est particulièrement sensible à l'innovation architecturale. Il y a vraiment un environnement magnifique qui avait été parachevé par feu Georges Frêche. Parlez-nous des folies de Montpellier et l'historique de leur création. Alors c'est un sujet très, très vague et passionnant. Je suis moi-même architecte et urbaniste, donc vous comprenez que l'émotion est très forte quand je parle de ces folies architecturales. Ces folies sont nées dans la tête de Michael Delafosse, à l'époque où il était adjoint à l'urbanisme en 2012. Et c'est vrai que ce projet, il l'a porté fortement. Deux folies sont nées et malheureusement, le programme a été arrêté. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe à Montpellier? C'est l'envie justement de retrouver cette folie. Et comme on dit, il y a une petite musique qui chante en ce moment, qui est que Montpellier a la suite dans ses folies. Donc c'est quoi ces folies? Ce sont des folies du XXIe siècle, pour faire un petit peu un parallèle avec les folies du XVIIIe. Et les folies, aujourd'hui, retrouvent des lettres de noblesse, puisque nous relançons une consultation. Alors, concrètement, que contient, Maryse, le cahier des charges de ce concours d'architecture dont il faut rappeler qu'il est à envergure internationale. La dimension sociale et environnementale a une place d'ailleurs prépondérante au sein de la mandature de Michael Delafosse, je crois. Tout à fait. Ça fait partie des politiques que l'on met en place depuis 2 ans, avec un accent fort sur l'écologie, un accent fort sur le social et l'économique. Alors, bien sûr, ces folies, les 2 premières de la première génération, n'ont pas justement eu cette connotation sociale que l'on veut aujourd'hui. Et les 13 nouvelles folies que nous lançons seront aussi avec du logement social mixé dans l'ensemble immobilier. Donc nous trouverons à la fois de l'accession libre et du logement social. Ça, c'est une volonté politique très forte, marquée depuis 2 ans, sur le fait que tout un chacun doit pouvoir trouver, en fonction de son pouvoir d'achat, un logement qui correspond à ses besoins et à ses envies. Donc effectivement, ces folies qui vont être lancées, les premières vont être lancées dans 15 jours, le 15 juillet, et nous aurons dans ce cahier des charges, effectivement, sur une volonté affichée et affirmée d'innovation. On veut véritablement inscrire ces folies dans la carte internationale de l'architecture contemporaine, à la fois dans ces démarches durables, mais aussi dans ces démarches un petit peu, je dirais, décalées. Chacune de ces folies, par rapport au site sur lequel elle sera implantée, aura un caractère particulier. Alors, c'est un petit peu long de rentrer dans le détail, mais chacune aura un caractère tout à fait spécifique et chaque quartier aura sa folie. Alors, il y a une chose qui va vous faire plaisir, je pense, et on va le voir à l'infographie. Je vais vous annoncer une citation. Si tu penses avoir inventé quelque chose, c'est la preuve de ton ignorance. C'est la citation d'Alvaro Siza, vous savez, qui est un architecte portugais qui a eu le prix Pritzker en 1992. Il a été diplômé de l'École supérieure des beaux-arts de Porto en 1955, où il a suivi un enseignement sur la peinture et la sculpture. Il a été influencé par ses parents. Il s'intéresse à l'architecture, les dessins, les paysages, portraits, carnets de voyage, lui permettent de développer sa capacité à voir l'outil de l'architecte. On retrouve l'influence de sa formation dans sa manière de composer ses projets, avec la vision finalement quasi holistique de ces folies. Vous qui êtes aussi architecte et urbanisme, cette façon de réenchanter la ville, est-ce que ce n'est pas, je reprends les mots que vous prononciez en disant que tout le monde doit avoir un droit à ce logement digne,
adapté dans dans une époque contemporaine. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que ça réenchante la ville, dont parfois on juge qu'elle est un peu délétère, voire même une jungle urbaine? Alors pour nous, depuis que nous avons pris les rênes de cette métropole, nous avons un axe fort qui est la mixité et l'équilibre territorial. Mixité fonctionnelle et mixité sociale et équilibre territorial. C'est pour ça que cette volonté de faire 13 folies, non pas simplement sur les ZAC, mais aussi dans du diffus, a véritablement ce besoin de répondre à cette orientation et cette ambition d'équilibre. Et c'est vrai que CISA, j'adore CISA, il a une architecture très contemporaine qui ouvre justement à l'innovation. Et c'est véritablement l'objectif que l'on veut afficher avec le concours que l'on lance, les appels à projets, pour que les architectes et les promoteurs se challengent. Et se challengent sur le geste architectural, excusez-moi, mais aussi sur la fonction et la composition, l'utilisation des matériaux. Aujourd'hui, nous sommes dans une démarche durable au niveau environnemental. Donc, il faut qu'on essaye de sortir de la transition et de se dire que maintenant, ce n'est plus la transition, mais c'est le quotidien. Donc, les jurys seront très, très, très sévères en la matière et le challenge est ouvert pour que l'innovation soit à nouveau à l'affiche sur Montpellier. Maryse, l'architecture, comme vous le savez, dépend des gens, elle dépend de l'époque, elle dépend du milieu. L'art urbain, l'art par nature est innovant, ça relève aussi d'une vision, d'un processus de réflexion qui n'est pas industrialisé, sans faire d'intellectualisme. Est-ce que finalement l'art ne transcende pas finalement cette réalité un peu empirique de la ville? Et quel rapport la ville de Montpellier entretient-elle avec l'art urbain, justement? Alors, les folies, c'est un petit peu un projet qui est fondé sur la création d'un patrimoine d'exception. On a eu au XVIIIe siècle des folies. Aujourd'hui, ce sont des nouvelles folies du XXIe siècle. Et effectivement, ça s'intègre dans un développement d'art au niveau de la conception et au niveau de l'usage. Et bien évidemment, sera accompagné autour de ces folies l'espace public, auquel Michael Delafosse attache une importance tout à fait particulière, parce que l'espace public doit être accueillant, il doit permettre de se retrouver et d'être surtout des lieux de sécurité et d'apaisement. Donc c'est pour ça, vous avez peut-être entendu parler des travaux que l'on va lancer et des grands projets qu'on va lancer sur la rénovation du centre-ville, en particulier avec la place de la Comédie que l'on va arborer, avec la place des Arceaux que l'on va retransformer, qui est aussi en cœur de ville à côté du Pérou, une œuvre architecturale incontestable qui marque notre ville. Et donc ces gestes architecturaux, effectivement, ont une importance particulière et nous devons être exigeants en la matière. Maryse Faye, une question, parce qu'effectivement, quand on parle d'innovation architecturale, on imagine assez bien la patte de l'architecte, l'innovation de l'artiste, mais quelle place prend le pouvoir public, ou en l'occurrence la municipalité, pour définir un petit peu, pour cadrer cette innovation architecturale? Est-ce que vous avez des critères très précis, ou est-ce que vous demandez à être surpris, ou est-ce que vous avez déjà une idée de dans quelle mesure telle ou telle innovation architecturale ressemble à l'idée que les Montpelliérains peuvent se faire de Montpellier, par exemple? Alors, vous avez fait les deux réponses finalement dans votre question, parce qu'effectivement, on veut être innovant, donc surpris, et on veut être aussi avec un cahier des charges particulièrement exigeant sur la qualité, mais on veut aussi qu'il y ait des propositions, parce qu'on n'a pas la science infuse, et donc pour permettre justement la créativité jusqu'au bout et l'innovation, à la fois dans les matériaux et dans la forme, on va faire appel à 2 jurys. Et ça, c'est la nouveauté dans cette vague de lancement sur les nouvelles folies, c'est que le premier jury permettra de choisir parmi les architectes et les promoteurs qui auront candidaté sur les 5 premiers projets, bien sûr, de choisir 3 équipes. Les équipes devront être multifonctionnelles avec paysagistes, architectes, sociologues, promoteurs, bien évidemment. Et la réalisation de choix par un jury d'experts permettra justement d'être très exigeant. Et par exemple, dans ce jury, le premier jury, il y aura Sou Fujimoto, qui est l'auteur de l'Arbre blanc. Ensuite, il y aura un deuxième jury, une fois que les premières candidatures auront été validées, c'est-à-dire 3 par site.
c'est important, vous voyez qu'on ouvre très largement la consultation. Ces 3 équipes auront à nouveau à proposer, en fonction du cahier des charges très précis, leur projet, leur concept sur le terrain qu'ils auront choisi. Et dans ce jury-là, dans ces conditions, puisque ça sera sur des sites particuliers, que ce soit sur des sites politiques de la ville, que ce soit sur des ZAC ou que ce soit dans le tissu diffus, on choisira des experts particuliers en fonction de chacun des tissus qui pourront amener justement leur expertise. Vous mentionnez notamment le travail avec des paysagistes. C'est important pour vous, pour la mairie de Montpellier, que ces projets s'intègrent dans la ville existante ? Bien sûr. D'ailleurs, ils sont tous dans la ville existante, puisque notre objectif, dans le cadre de notre démarche durable, est véritablement de non plus construire à l'extérieur sur des zones qu'on appelle ZAC de l'époque. On les finit, les ZAC anciennes, mais on les retravaille avec nos nouveaux paradigmes. Par contre, on ne créera pas de nouvelles zones à urbaniser à l'extérieur à partir du moment où il n'y a pas du tout de construction. Donc, on va requalifier des zones des friches artisanales ou industrielles, comme par exemple la folie qui aura lieu sur la ZAC Saint-Roch, qui est une friche ferroviaire, comme par exemple la folie qui aura lieu sur ce qu'on appelle la cité créative, qui est une ancienne friche militaire, et on aura des folies qui seront instaurées dans des lieux où il existe peut-être un bâtiment et on va travailler dessus pour lui donner une autre majesté et une autre élégance, avec donc un recyclage d'un bâtiment existant et une construction neuve superposée, où on aura tout à fait le démarrage d'une construction, mais en centre-ville, par exemple sur l'île Auvergnère, juste à côté du Corum, qui a été construit par Vasconi, et on aura justement une redensification de la ville sur la ville, avec ces objets d'architecture, mais aussi des objets qui servent à du logement ou à des bureaux. Bien évidemment, il y aura cette mixité fonctionnelle dont je vous parlais tout à l'heure, mais en fonction des lieux, par exemple sur celle de la politique de la ville à la Mosson, qui est un quartier qu'on appelle en rue. J'aime pas ce mot en rue parce que c'est un dossier financier. Pour moi, le dossier de la Mosson, c'est un aménagement de quartier comme les autres. On aura une folie, mais qui regroupera des bureaux, puisqu'on y installera les bureaux de ACM, notre bailleur social, et les bureaux de notre aménageur, la CERM et la SA3M. C'était justement ma question, à savoir si ça allait être essentiellement du logement ou si ça allait avoir d'autres usages. Donc vous avez partiellement répondu, il y aura du bureau. Pourquoi ce choix, Maryse Faye? Est-ce qu'il y aura également d'autres usages qu'on pourrait faire de cet immobilier? Bien sûr, il y aura en rez-de-chaussée des rez-de-chaussée actifs, bien évidemment, puisqu'on installe ces folies dans la ville. Donc, il faut aussi que les rez-de-chaussée soient actifs pour servir les riverains qui sont aussi présents. C'est ça aussi l'objectif, c'est l'acceptabilité de ces émergences, parce qu'en fait, il faut bien le dire, la construction de la ville sur la ville, c'est un objectif pour tout le monde, mais qui est difficile à accepter pour certains riverains. Donc, il faut qu'on soit dans un discours de la hauteur, qu'on essaye d'apprendre à tout le monde, à la fois aux riverains et à la fois aux promoteurs, que le discours de la hauteur s'écrit sur Montpellier avec l'objectif d'être intégré dans la ville existante. Merci beaucoup Maryse Faye d'avoir été avec nous à distance sur le plateau de la Côte Imo. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Montpellier, déléguée à l'urbanisme durable et à la maîtrise foncière. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite sur le plateau de la Côte Imo.